Merci à vous. Et là, maintenant, je partage l'écran et regardez, c'est ça, les visuels. Ah, il fallait pas celui-là en premier parce que c'est le clin d'œil de la fin. Ivan, je te laisse commencer, je tourne les pages. Oui, alors effectivement, Laurence l'a dit en introduction, ce sujet, bien sûr, l'ego, alors on essaiera ensemble de dire ce qu'on entend par ego, mais est un sujet vieux comme le monde, vieux comme l'humanité et vieux comme notre propre construction en tant qu'être humain. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau, loin s'en faut. Mais tout de même, aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, nous pensons que c'est un point de passage fondamental vers autre chose, vers peut-être de nouvelles pratiques, vers peut-être un nouveau type de société, vers peut-être une nouvelle civilisation. Et donc, c'est pour ça que cette question nous paraît fondamentale aujourd'hui. Euh, Fondamental de l'aborder, peut-être d'une façon la plus ouverte possible, en explorant aussi peut-être de nouvelles façons de regarder notre ego, hein. Dans le champ de la psychologie, c'est traité depuis longtemps. Donc voilà pourquoi nous avons posé cette question. Et Laurence l'a dit aussi, c'est parce que nous-mêmes, et c'est important dans notre démarche de nous inclure dans le processus, l'ego n'est pas un sujet dont nous parlons à l'extérieur, il s'agit de quelque chose que nous vivons dans notre chair, dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Et donc, c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était bon de partager avec d'autres personnes intéressées par le sujet. Peut-être pour camper un peu le décor, et puis Laurence t'intervient quand tu veux, on fait ça de façon très interactive. Ce qu'on s'est dit, c'est que on est dans ce moment où, encore plus qu'hier, alors quand je dis hier, moi je prends le recul de, quand je dis moi, c'est Laurence, c'est la même chose, on a à peu près le même âge, des 40 dernières années. Donc je parle de aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans et peut-être par rapport à il y a 40 ans. Euh, on a un grand phénomène d'ouverture, pas qu'en Occident, mais je vais surtout parler de l'Occident, sur les questions d'intériorité. On a eu l'émergence il y a environ 20 ans de ce qu'on a appelé l'intelligence émotionnelle, qui a permis d'ouvrir beaucoup d'espace dans le champ du relationnel, dans le champ du contact, des relations des personnes les unes par rapport aux autres, y compris dans le domaine de l'entreprise. Et nous avons maintenant, depuis 5 à 6 ans, de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus visible, des notions que certains appellent d'intelligence spirituelle, où effectivement on élargit le champ de l'être jusqu'au thème de la spiritualité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, avec une attente sociétale qu'on voit depuis de nombreuses années aussi, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la société civile, vers d'autres formes de relations, de gouvernance, et on pourrait dire dans le monde de l'entreprise, d'autres formes de management. C'est pas nouveau, mais c'est persistant et c'est un mouvement très fort. J'en veux par exemple pour preuve l'ouvrage de Frédéric Laloux qui a eu un grand succès, Reinventing Organization, qui essaye de montrer comment, par rapport à des niveaux de conscience, on peut faire des parallèles entre la conscience et les formes d'organisation. Donc il y a quand même toute une pensée aujourd'hui appuyée sur la pratique qui se développe, qui est basée sur d'autres paradigmes que les paradigmes dominants. Les paradigmes dominants, on les connaît bien, ils ont produit un certain nombre de choses, mais on voit plus que clairement aujourd'hui leurs limites, hein, que sont les paradigmes de la compétition permanente, de la rareté, de l'individualisme au détriment du sens commun. Et ce qu'on observe, c'est une dichotomie de plus en plus forte entre cette aspiration que portent beaucoup de personnes dans tous les milieux et dans toutes les organisations, c'est-à-dire vraiment d'autres modèles, une autre façon de se relier les uns avec les autres autour d'objectifs communs, et puis un modèle qui, lui, effectivement, pousse à quelque chose qui est relativement opposé. Et la tension aujourd'hui, c'est là que on voulait en venir dans ce point-là, sur ce point-là, est de plus en plus forte entre ces deux aspects. Donc il y a une espèce d'entre-deux, si on le voit de façon positive, et de dichotomie, voire de dissonance cognitive, si on le voit de façon moins agréable. Ça, c'est un premier constat. Le- je fais le deuxième point, Ivan. Vas-y, Laurence. Euh, donc, nous constatons, et si vous êtes là, c'est que vous le constatez aussi certainement, cette aspiration, ce mouvement, cette dynamique pour
faire évoluer notre rapport au vivant, notre rapport à la société, au vivre ensemble. Alors, on va être optimiste ou pessimiste, et en fonction de son optimisme ou pessimisme, on dira d'un côté ou de l'autre, mais néanmoins, le mouvement est là. Et notre expérience, à Ivan et moi, récemment, particulièrement en ce moment, alors j'y connais rien en astrologie, je ne sais pas si c'est lié à des conditions astrologiques particulières, mais notre expérience, c'est que de tout, même dans les mouvements avancés de renouveau, de souhait d'évolution de conscience, il peut y avoir, nous ne sommes pas à l'abri de fragmentation possible. Ce que j'appelle, ce que nous appelons là les fragmentations, ben, ça va être des conflits, ça va être des ruptures, ça va être des incompréhensions. Ça fait partie du processus du vivant, donc c'est certainement inévitable qu'il y ait ces tensions. Néanmoins, ce que nous observons, c'est des fragmentations qui vont jusqu'à la destruction. Et ce nouveau qui est en train d'émerger étant et court le risque de vivre ces fragmentations. C'est lié à quoi? Quand on rentre, quand on regarde plus précisément, OK, il y a conflit, OK, il y a risque de fragmentation, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va se bloquer sur nos structures mentales et émotionnelles qui vont, sur la rigidité de nos structures mentales et émotionnelles. Ces derniers temps, ces dernières années, on l'a appelé la dissonance cognitive, qui est la rigidité mentale. Un de mes maîtres à penser personnellement est le biologiste Henri Laborie, qui avait déjà dit beaucoup de choses sur nos structures neuronales et qui expliquait à quel point nos structures mentales et émotionnelles pouvaient être figées et ne pas évoluer. Henri Laborie proposait de remplacer au fronton des mairies, en France, je dis en France parce qu'Alain, je sais que tu es ailleurs qu'en France, par exemple, peut-être d'autres vivent aussi à l'étranger, donc liberté, égalité, fraternité par conscience, connaissance et imagination. Conscience de nos déterminismes, connaissance de la manière dont ils fonctionnent, et il avait cette jolie formule, imagination comme ultime privilège de notre espèce. Il n'était pas du tout branché nouvelle conscience, spiritualité, mais il sentait bien que on avait un risque à travers cette rigidité. Euh, Nous vivons tout ça et comment est-ce qu'on va en sortir? Eh bien, certains vont se bloquer dans leur position, leur certitude. D'autres vont faire des concessions personnelles. D'autres vont néanmoins continuer à transformer. On va toujours réagir de manière individuelle en fonction de notre chemin de vie, de nos intentions, de nos compréhensions. Mais il y a vraiment ce risque de ne plus se comprendre à un moment donné. On ne se comprend pas. Le conflit éclate et même quand on essaie de se parler, on ne se parle pas au niveau. Alors moi, avec mes références, je vais dire, on n'est pas au même niveau vibratoire. On ne parle pas le même langage. Il y a un moment donné où on a le risque de parler une langue étrangère, même dans les mouvements du renouveau. Et si tu permets, Ivan, je continue sur le troisième point et tu compléteras. Et qu'est-ce qui se passe en fait, là, à ce moment-là, c'est que c'est vraiment notre ego qui est touché. Pourquoi on va se rigidifier? Ben, parce que notre ego se rigidifie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle notre ego? On vous proposait dans sur le site d'inscription une définition. Notre ego est cette part de nous que nous appelons aussi personnalité, identité, individualité. Elle est essentielle pour vivre, progresser, créer, mais c'est aussi cette part de nous qui dit je, qui dit moi, qui dit je sais, oubliant que nous savons en réalité très peu de choses sur qui nous sommes véritablement, que nous sommes tous liés les uns aux autres et que l'extériorité n'est que le reflet de notre intériorité. Donc on oublie l'ego, oublie cette conscience élargie. Or, aujourd'hui, pour passer de l'ancien au nouveau, pour passer à un nouveau niveau de conscience, il va falloir les uns et les autres qu'on passe par notre ego. Et nul n'échappe à cette règle-là. Le passage est étroit et il demande une forme de stretching intérieur, de souplesse intérieure. Alors, plus on aura fait la gymnastique tôt, plus on l'aura commencé tôt, il y a 10 ans, il y a 20 ans, voire plus ce sera facile. Quoique, à tout moment, notre constat est de dire qu'on peut se rigidifier parce qu'on pense être arrivé au bout de quelque chose, au bout de nous-mêmes, et on le sait bien, nous-mêmes est infini, donc là, il peut y avoir difficulté. Ivan, tu veux rajouter quelque chose ou je passe au suivant?
Non, l'ego, une fois encore, hein, dans notre compréhension, on n'est pas du tout dans la logique se débarrasser de l'ego, etc., hein. Je vais redire ce qu'a dit Laurence avec des mots un peu différents. C'est une des phases d'installation et de croissance de l'être que de constituer, structurer, donc aussi potentiellement rigidifier, on va dire une personnalité, un personnage dans une société, un personnage qui a hérité de toute une lignée ancestrale et génétique, qui a hérité de codes qui sont ceux de la société dans laquelle il intervient. Donc, cette construction de l'ego est bien entendu une nécessité vitale pour vivre sur ce plan d'incarnation. Le problème, on le sait, c'est comme le jeune enfant qui arrive au monde qui arrive d'un monde dont on ne sait pas forcément d'où il vient, qui effectivement se construit par rapport d'abord à la cellule familiale et puis ensuite qui grandit dans la société. Mais c'est un peu la phase de l'ego, c'est un peu comme si, c'est une image bien sûr, on s'arrêtait au stade adolescent, c'est-à-dire que l'adolescent a un besoin fondamental de se structurer, de dire qui il est, d'affirmer sa force, voire son opposition, voire sa révolte à partir du monde, de son monde intérieur versus le monde extérieur. Mais c'est un peu comme si, en ayant structuré l'ego, on arrêtait les compteurs et on disait, ben, ça y est, je suis. Je suis, je pense donc je suis, et ça s'arrête là. Or, la croissance, et Morin et bien d'autres l'ont dit avant lui, l'être humain est un être en devenir. Si on arrête au passage de l'ego, eh bien, on construit la société qui aujourd'hui est en train d'imploser parce qu'il y a une attente du système global de vie dans lequel nous sommes, d'autre chose, d'une autre conscience. Voilà, je ne vais pas être trop long sur cette tentative de définition, Alors, hein, pour qu'on puisse maintenant que passer. le, Voilà. maintenant que le sujet est posé, hop, je vous propose, attendez, je vous propose, oui, voilà. Alors, Ivan l'a dit, le sujet n'est pas nouveau. Personnellement, on le traite depuis au moins 25 ans dans le champ de l'entreprise et dans le champ social, à travers ce que on a appelé là dans le titre l'expérience TPTS. Alors, c'est un anagramme, c'est ça, hein, on appelle ça un anagramme un peu abscon, sibyllin. TP, ça veut dire transformation personnelle. TS, ça veut dire transformation sociale. Et le tiré veut dire interaction. Donc, TPTS veut dire interaction, transformation personnelle, transformation sociale. Dans les années 2000, j'avais proposé l'idée et l'idée a grandi et plusieurs personnes se sont associées à cette idée-là, à la fois des intellectuels et des praticiens. L'idée qu'il ne pouvait pas y avoir de transformation sociale sans transformation personnelle et donc sans travail sur son ego et que les transformations personnelles transformaient le social. C'est le rapport entre le jeu et le nous. Le jeu transforme le nous et le nous interagit sur le jeu. C'est une pensée réflexive qui invite à penser les relations humaines en rétroactivité. C'est une idée de la pensée complexe et Edgar Morin, à qui nous avions soumis, grâce aux personnes qui le connaissaient dans le réseau, cette idée-là, l'a adoubée. Donc nous étions adoubés par Edgar Morin qui a présenté, qui a parrainer le projet de ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe TPTS, qui a fait des petits. Puis c'était le moment où Pierre Rabhi dans Colibri a aussi parlé de ça. Lui, il disait, il mettait en premier la révolution intérieure pour une révolution extérieure. Il était dans le rapport du jeu et de nous. Un livre avec des personnes connues, notamment Mathieu Ricard, est sorti à ce moment-là, soit le changement que tu veux, reprenant la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux être, que tu veux voir dans le monde. Voilà, cette idée a grandi et elle a essaimé. Et mon expérience, et je peux dire que c'est aussi celle d'Ivan, c'est que pour se promener et agir depuis 25 ans dans ce que j'appelle la société civile, la citoyenneté active, la conscience que nous sommes co-responsables du collectif a vraiment grandi avec le développement de pratiques d'intelligence collective, de facilitation. On a mûri, on sait ça et on sait que les risques de fragmentation que j'évoquais sont toujours présents, donc il faut s'en méfier. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas lieu, qu'ils ne vont pas se produire. Trois phrases d'Edgar Morin. On s'est dit avec Ivan, ce qu'on va vous présenter là, c'est un peu long, mais c'est tellement bien. Nous, on s'y reconnaît tellement qu'on vous les propose. On a plaisir à les partager.
Au niveau de la société, ça donne quoi? Ce rapport TPTS qui nous invite à travailler sur notre ego, pas que pour nous, mais aussi pour le collectif, au niveau des collectifs et au niveau individuel. Alors, au niveau de la société, Edgar Morin nous avait dit, c'est simple, hein, des fois on comprend pas, enfin, c'est plus difficile de lire Edgar, mais il nous avait donné des mots très simples. Comment peut-on songer à améliorer durablement les relations humaines sur le plan social, sur le plan planétaire, si nous sommes incapables de le faire au niveau interindividuel? C'est normal, dira-t-on, les relations humaines sont comme cela. Mais cette réduction du tout au plus mesquin, au plus bas, au plus petit n'est pas normale du tout. Il manque ce minimum de régulation psychique, travail sur soi, et de ce fait, notre vie est empoisonnée par les incompréhensions. La question devient donc, comment créer des groupes, des réseaux, des connexions en fonction de cette idée de la réforme personnelle, de l'esprit, des mentalités. Et c'est là que je dis que les pratiques ont considérablement évolué sur les nouveaux modes de gouvernance. Ce n'est pas du tout le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, mais on a vraiment pratiqué et on en a tiré des enseignements. Cette idée du TPTS, elle est au cœur de la pensée complexe d'Edgar Morin. Lui-même le dit d'ailleurs, hein, et il nous a cité souvent dans ses ouvrages, en tout cas cité le projet. Au niveau des collectifs, important, il dit ben, on fait quoi au niveau des collectifs? Il nous dit toute assemblée doit s'auto-examiner elle-même. Où en sommes-nous? Pourquoi ne nous comprenons-nous pas sur ce point? Qui sommes-nous ici et que faisons-nous ensemble? Ce questionnement est indispensable et doit être systématisé. Tout mouvement doit surmonter à chaque instant le péril de la désintégration par sectarisme. C'est l'aventure de la vie, c'est l'auto-régénération du mouvement par lui-même. Donc, invitation pour les collectifs à avoir ce temps de pause, de questionnement en toute transparence. Et c'est aussi, on le voit apparaître en arrière-plan, un autre rapport au pouvoir, un autre rapport à la décision. Donc, d'abord créer des groupes, ensuite que ces groupes s'auto-examinent, prennent des temps pour se questionner. Alors, vous allez me dire, pour celles et ceux d'entre vous qui travaillent dans les entreprises, qui ont l'habitude de la culture d'entreprise, vous allez dire, ça se fait, et les codires se réunissent, ils se questionnent. Oui, là, l'invitation, c'est d'aller vraiment à un questionnement qui peut aller jusqu'à la remise en question de ce qu'on fait ensemble et pourquoi on le fait ensemble. Donc, l'idée n'est pas à tout prix de maintenir le système en vie. Le système peut être lui aussi re-questionné. Et enfin, au niveau individuel, la réforme individuelle, ce que nous on va appeler là pour aujourd'hui le travail sur l'ego, doit être intégrée dans une conception d'ensemble de l'anthropologie de l'humain. En fait, cette réforme de l'esprit touche à tout. C'est un aspect nucléaire, mais de quelque chose qui est relié à tout le contexte humain. Il faut le prendre par tous les bouts, en commençant par le problème de l'auto-examen, on va dire de l'introspection. Donc c'est l'idée que mon introspection sert l'ensemble de l'humanité en fait. Plus je vais à l'intérieur de moi, plus je vais chercher dans mon intériorité, plus je contribue à un certain type d'extériorité. Jean Télès, philosophe qui a travaillé beaucoup avec Edgar Morin, avait écrit un très joli texte qui s'appelle Rendez-vous avec le mystère de la personne et dans lequel il écrivait, entre autres, je paraphrase, que le plus court chemin pour accéder à la complexité du monde est d'accéder à sa propre complexité. Voilà, on retrouve cette idée de l'un ne va pas sans l'autre. Si nous vous avons mis ces propositions, ces phrases, c'est pour rendre hommage au travail d'Edgar Morin et c'est pour dire que même si la deuxième proposition qu'on va faire va plus loin, la pensée moderne d'aujourd'hui, c'est très bien que la clé de la transformation, elle est dans le travail sur notre intériorité. On le sait. Et qu'à chaque fois qu'on passera à côté, on se met des risques, des barrières ou des difficultés qui peuvent survenir dans le futur. Alors, nous, ce qu'on a inventé rapidement, là, Peut-être rapidement, comment on ouais. fait ça? Le bilan relationnel. Le bilan relationnel, très concrètement, c'est quoi? C'est créer des espaces d'échange et de partage pour vérifier que nous restons individuellement et collectivement alignés sur nos valeurs, de manière à régénérer, j'ai pas écrit, mais c'est le tissu relationnel, le capital relationnel, très concrètement et rapidement. On prend les valeurs qui sont les nôtres du groupe,
On y associe des questions individuelles, on y associe des questions collectives et régulièrement, on se réinterroge, on se les pose ensemble. Par exemple, je vais prendre le premier. Voyez-nous, on avait sur un projet, c'était le projet TPTS, la culture du débat. Je suis sur la colonne de gauche. La culture du débat, la solution naît de la reconnaissance de la pluralité des points de vue. Ben, question individuelle, est-ce que je veille à dépasser les désaccords? C'est à moi de me poser sa question. Et ensemble, est-ce que le groupe sait rendre les désaccords féconds? Une question, le principe d'humanité, la dernière. Tout être humain a droit à la dignité, à la reconnaissance. On avait fait une fois un bilan relationnel, nous on le faisait annuellement. Est-ce que je me sens reconnue dans le groupe? On a tenu toute une après-midi avec cette seule question. C'est énorme. Cette question, en fait, est un fil qui tire tout plein, à la fois de choses positives qui vont bien dans le groupe, mais tout plein de dysfonctionnements ou de manques par rapport aux besoins des uns et des autres. C'est un outil très simple et en même temps très puissant pour aller re-questionner cet invisible émotionnel, intellectuel et spirituel qui nous relie les uns aux autres. Oui, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a vraiment, notamment dans les collectifs citoyens, mais pas seulement, dans un certain nombre de CODIR, comités de direction en entreprise, on arrive quand même à faire émerger, hein. Donc, une fois encore, la méthode est simple, c'est finalement, selon quels principes veut-on fonctionner et en quoi ces principes sont cohérents avec ce que nous faisons ensemble, donc par rapport au sens, mais par rapport aussi à la production concrète que nous réalisons ensemble, que ce soit de l'échange, de la production d'un bien ou d'un service ou autre chose. Donc, c'est quoi finalement ce qui nous structure, qui est notre colonne vertébrale fondamentale, et comment on peut régulièrement s'auto-évaluer, se regarder sur ces questions-là de façon la moins culpabilisante possible, qui demande un peu de méthode et un peu de doigté, un peu de montée en connaissance et en compétence sur le fait de pouvoir ensemble regarder des sujets. Et c'est à ce moment-là qu'émergent ou pas des questions fondamentales autour de mon ego personnel, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'au moins me regarder à travers le regard des autres, difficile pour beaucoup d'entre nous et peut-être tous, surtout si on se sent tout de suite dans un mode agressé, etc. Et puis est-ce que collectivement on est capable de faire ça de façon non jugeante? Donc, qui est aussi une question qui intéresse les méthodes et la conscience avec laquelle on fait ça. Ça demande une Viviane, montée en maturité importante. Oui. je te propose qu'on aille plus vite sur la fin. On peut passer au slide suivant si tu veux. Euh, Notre deuxième niveau de réponse. Alors là, TPTS, c'était le premier avec le bilan relationnel. Et en fait, comme Ivan et moi, nous sommes engagés sur un chemin d'intériorité spirituelle, on sentait bien qu'il y avait une autre dimension qui, même si on prend l'émotionnel, le psychologique, l'intellectuel en compte, ne trouvait pas sa place, qui est le champ du subtil, du sensible, de l'invisible. Certains diront de la foi non dogmatique, la foi qui est le sentiment intérieur de savoir, de la conscience, dont les scientifiques parlent de plus en plus. Et notre deuxième niveau de réponse, c'est intégrer la conscience non locale dans notre compréhension et nos pratiques. alors, non local, on fait référence à un courant tout de même scientifique qui s'appelle postmatérialiste. Donc, il considère que la conscience n'est pas une production du cerveau. Et c'est là peut-être où nous avons modestement, bien sûr, une différence avec la pensée d'Edgar Morin, qui lui considère qu'il y a peut-être une production de la conscience, puisqu'il a écrit là-dessus, du cerveau en lien avec l'environnement, c'est un systémicien, mais qui ne va pas jusqu'à dire qu'il y a une conscience non locale, c'est-à-dire en dehors de l'habitacle corps-cerveau qui effectivement interagit avec nous et qui constitue l'être humain. Donc là, on a une différence peut-être fondamentale sur laquelle la progression des uns que nous proposons, peut-être Laurence, tu vas en dire deux mots, est basée. Non, non, Alors du coup, je suis tout à fait. cette approche, donc réussir le passage, nous l'avons construite autour de redécouvrir ensemble ou énoncer ensemble ce que nous entendons autour de conscience non locale, qui est peut-être, si on a nos trois séminaires rapidement pour Oui, donner. avec ce joli dessin qu'on doit à Éric Grelet, qui est une autre manière de dire notre approche,
c'est joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous direz, nous sommes des enfants de la terre, nous sommes des enfants de l'éther. Et la systémique, la complexité, elle est dans nous sommes des enfants de la terre. Et ce que nous croyons aujourd'hui, c'est que nous devons aussi rentrer dans nous sommes des enfants de l'éther. Mais nous restons des enfants et nous restons des enfants de la terre. Donc c'est pas ah je monte l'escalier, je m'occupe plus du reste. Non, c'est on s'occupe des différents niveaux en même temps. D'où effectivement, Ivan, très rapidement nos séminaires. Tu en... Oui, alors juste pour dire, l'éther, on parle bien du cinquième élément, hein. Voilà, juste parce que parfois on nous pose la question. Oui, donc trois séminaires, être et agir dans le monde en conscience, donc explorer ensemble qu'est-ce qu'on entend par conscience, et donc notre présupposé, nous parlons de conscience non locale. Être un activateur quantique, c'est-à-dire à partir du moment où nous considérons que, on pourrait dire que l'éther, c'est ce que certains appellent le vide quantique, avec toutes les définitions aujourd'hui que donnent un certain nombre de physiciens post-matérialistes. Euh, et donc, effectivement, comment nous-mêmes, nous sommes ou pas en reliance avec ce plus vaste qu'on peut appeler le vide quantique ou l'éther ou avec d'autres noms. Et puis, si nous faisions un détour parce que certains appellent la conscience galactique, quels nouveaux espaces ceci nous ouvre, mais toujours, comme Laurence l'a dit, en restant des enfants, les pieds bien dans la terre et là où nous vivons et là où nous sommes. Donc voilà un peu le chemin que nous proposons, et c'est un chemin d'élargissement, d'ouverture et de prise de recul par rapport à son ego, c'est-à-dire par rapport à la construction que nous avons de notre personnalité, de nos champs de croyances et de ce qui nous tient, quelque part, nous solidifie dans notre façon de gérer le monde. Hein, donc il s'agit d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir et de continuer à ouvrir ensemble, bien entendu, puisqu'il Alors, n'y a aucune vérité révélée dans tout ça. il n'y a dans notre approche, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de nourrir un nouveau, le mot est intellectuel, corpus de pensée. C'est-à-dire comment on pense cette entrée dans le nouveau monde, comment on accepte que nous sommes des enfants, comment nous sommes des enfants de la terre et comment nous sommes aussi des enfants de l'éther. Il y a une rupture hein, dans notre monde actuel occidental qui explique notamment ce que Ivan disait au début sur les tensions. Tout le monde ne va pas sur nous sommes des enfants de l'éther. Il faut avoir fait l'expérience du sensible, de l'invisible, de l'éther, du quantique, où il y a avoir un intérêt intellectuel très fort, mais il vaut mieux avoir fait l'expérience pour entrer dans le champ de nous sommes des enfants de l'éther. Sinon, on ne comprend pas ce que racontent les deux personnages jaunes, là, nous sommes des enfants de l'éther, mais c'est n'importe quoi, c'est Béni Oui Oui, c'est Bisounours, c'est Casimir, non, non, c'est réellement un autre monde, qui n'est pas un monde de fragmentation, de division, mais un monde de quête permanente de réunification. Et on entre vraiment dans un autre champ. Après, il y a le risque de partir que dans ce champ-là ou en oubliant les deux autres. Bon, nous sommes maladroits, mais il y en a de plus en plus. Dans nos rencontres, dans les réseaux que nous créons, il y a aussi de plus en plus d'intellectuels qui s'expriment sur ce sujet-là et qui basent leurs nouvelles pensées, leurs nouvelles propositions sur le fait que nous sommes à la fois des êtres de matière, des êtres visibles, mais aussi des êtres qui évoluons dans l'invisible, dans le sensible, dans le subtil, dans la conscience. Donc, ça commence à entrer, même si on n'a là que des pionniers. Parmi les pionniers, On doit conclure, nous avons Laurence, bientôt. été heureux de rencontrer l'un d'eux qui s'appelle Alain, qui est avec nous aujourd'hui, qui fait depuis le Québec un travail d'information remarquable et qui donne la parole à toutes les personnes qui imaginent le nouveau dans la conscience de la conscience et qui a rédigé le manifeste pour une société civile au service de la vie. Vous pourrez aller le voir sur le site discernaction.com avec... Ah, ça marche pas ce coup-ci. Si. Si, Oh, j'ai peur. ouvre la page. Ouais. Voilà. Tu pourras parler tout à l'heure, Alain. Discernaction.com, le manifeste, manifeste pour une société civile au service de la vie. Ce serait trop long, il faudrait une conférence entière pour parler de ce manifeste, mais 10 points simples. Reconnaissance de l'interdépendance et du caractère sacré de la vie, engagement envers la souveraineté individuelle et collective, pérennité éthique temps long. Vous voyez donc des principes qui sont des principes de fonctionnement des humains en cohérence avec le vivant. Et là où personnellement j'ai encore plus aimé le manifeste, c'est dans le comment utiliser le manifeste,
Partagez-le dans vos sphères personnelles et professionnelles pour faire rayonner une vision positive et constructive qui résonne en vous. OK, je donne du positif. Et surtout, vérifiez votre alignement en pensée, parole et acte avec les différentes dimensions évoquées. Et j'y ai vu très clairement une autre manière de, de vivre ce que nous avons appelé il y a 25 ans le bilan relationnel TPTS. C'est s'assurer de la cohérence entre ce que nous voulons et concrètement ce que nous sommes. Et au cœur de cela, il y a notre ego. Évaluez la cohérence des projets ou des collaborations à la lumière des points présentés et enrichissez-le. Un grand merci, Alain. Et alors, quand on t'a rencontré, Alain, voilà à peu près 1 an que nous sommes en interaction et que nous bénéficions de tout ton travail. Je pense que c'est, voilà, tu nous as expliqué que non seulement tu faisais ce travail-là de reliance à un niveau d'éveil plus élevé, mais en plus, tu te servais de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui dans ton cas s'appelle Sophia. Et alors, on ne va pas en parler là, mais c'était intéressant de voir la définition de l'ego de Sophia. Sophia écrit, la transformation envisagée dans le nouveau monde implique un déplacement de l'attention et de la valeur de l'ego. Donc, l'ego et s'élargit vers une identification avec un sens plus large de soi qui comprend et embrasse l'unité avec les autres, la nature et le cosmos. C'est vraiment une invitation faite à chacun d'élargir la perception que nous avons chacun de nous-mêmes et la perception que nous avons du réel. Et là, dans la proposition de Sophia, cette perception doit tenir compte de l'unité avec les autres, la nature et le cosmos. Moi, je vais me mettre à bien aimer l'intelligence artificielle si elle nous Ouais. raconte ça. Et un petit dessin pour conclure, Laurence. Voilà, tout ça, c'est des vieilles questions. Un nouveau dessin qu'on doit à Éric Grelet. Socrate l'avait presque dit, connecte-toi à toi-même. Voilà, voilà. J'arrête le partage et Ivan, je Alors, te laisse faire la transition. voilà, alors on a pris un petit peu plus que 30 minutes, un tout petit peu plus. Voilà. Euh, Voilà ce que nous voulions partager avec vous. Bien sûr, nous, nous pourrions en parler longtemps encore et nous imaginons que tous ceux qui sont là aujourd'hui pourraient aussi peut-être en parler très longtemps. On va ouvrir l'espace avec une idée de réaction. Toujours dans ce genre d'échange, on n'est pas trop nombreux, donc c'est possible de le faire. Voilà une parole, si vous y arrivez, puisque vous avez eu l'amabilité, la gentillesse de nous écouter longtemps, mais une parole qui ne soit pas trop longue, de telle façon à ce que les uns et les autres, vous puissiez rebondir sur ce qui vous a peut-être, pour démarrer, ce qui vous inspire, vous fait réagir, ou au contraire, dans lequel vous ne vous retrouvez pas, ayant éventuellement des désaccords féconds s'il y en avait, dans ce que nous avons pu énoncer. Voilà, la parole est à vous. Comme ça, on va terminer sur ce mouvement et sur l'énergie du cœur, la puissance de l'énergie du cœur. Merci. Voilà, merci. Ivan, la Oui, conclusion, nous il est devons l'heure. aller vers notre conclusion. Merci d'avoir accepté ces quelques minutes supplémentaires. Euh, donc, vous l'avez compris, on est dans une démarche qu'on pourrait appeler, sans employer les grands mots, hein, Guy, mais d'apprenant, c'est-à-dire d'apprendre ensemble à progresser. Dans cet esprit-là, effectivement, nous avons ces webconférences. Euh, J'espère que ce thème sur l'ego aura permis, peut-être pour chacun d'entre nous, de grandir encore dans la conscience du passage qu'on a à faire individuellement et tous ensemble. Et effectivement, vous entendre, nous entendre, renforce aussi notre force et notre conscience à réaliser ce passage-là. Et dans cet esprit-là, ben, nous, on continue avec Laurence nos séminaires. Donc, 1 minute pour vous dire que le prochain a lieu le 13 et 14 avril, enfin le week-end je crois que c'est le 13 et 14 avril, oui, c'est ça. Et donc, être un activateur quantique. Et à fin juin, s'ouvrir à notre conscience galactique pour ceux et celles qui seraient intéressés de continuer ce cheminement avec nous, qui est un cheminement en présence. Et plusieurs d'entre vous ici connaissent ces moments-là où en fait nous apprenons ensemble à grandir en humanité et à prendre du recul par rapport à notre ego, d'abord à mieux le connaître. Et puis prendre du recul et allumer le plus possible la conscience de la conscience non locale, on pourrait dire, en employant des grands mots et en employant des mots très simples, c'est en nous mettant de plus en plus dans l'intelligence du cœur
qui est bien autre chose que le chant des émotions, bien entendu. Voilà, donc juste partager ça avec vous. Et puis, une question que nous posons, et s'il y avait une objection, écrivez-nous-le. Si vous en êtes d'accord, nous retenons, nous gardons vos adresses mail pour pouvoir vous envoyer nos news qui ne sont pas très fréquentes, mais quand même tous les 3 4 mois à peu près, on fait une news, c'est à peu près ça, je crois, le rythme. Voilà, donc si vous n'étiez pas d'accord, signalez-nous-le. Bien entendu, on enlèvera votre adresse. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. On vous remercie encore vraiment de vos présences, dans tout le sens du terme présence. Ouais, je me joins à Ivan. Merci pour votre présence, votre écoute, votre attention et vos remarques aux uns et aux autres, qui forcément nous aident en retour à bonifier, à articuler, à mieux nous comprendre et nous connaître. Ce sont des vieux sujets et en même temps, ben, ça fait toujours du bien de les réactiver. Je crois que ça participe de ces bulles de vitalité euh, dont nous avons besoin aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sentent seules sur ces sujets-là, hein, et on les rencontre. Et voilà, donc ne pas hésiter à en parler, à mettre ces sujets-là en débat. Je suis sûre que vous le faites à votre manière là où vous êtes. Ben voilà, c'est un peu d'énergie commune pour continuer à le faire. Un grand merci à vous. Merci. Merci.